En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a annoncé son intention de suspendre son ex-chef Hélène Sahel. Il lui a reproché un tweet sur des aspects positifs du colonialisme. En Tunisie, le gouvernement se veut rassurant dans sa lutte contre la corruption. Elle va se poursuivre et ne sera pas sélective, annonce le régime. Au Burkina Faso, l'opposition est vent debout contre la modification du code électoral. Elle estime n'avoir pas été suffisamment consultée lors du processus d'élaboration du texte et promet bloquer son adoption. Le gouvernement tunisien a promis ce mercredi que la politique anticorruption en Tunisie va se poursuivre et ce, en appelant à la patience et en se défendant de toute sélection dans les cibles. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il ne s'agit pas d'une campagne, mais d'une politique d'État. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les résultats de la politique du gouvernement dans la lutte anticorruption. L'Italie a combattu la mafia pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est le début d'un effort qui a commencé à être planifié il y a quelques mois et le gouvernement a été contraint de prendre des mesures exceptionnelles. Il y a une stratégie complète sur laquelle nous sommes en train de travailler. Je tiens à affirmer que ces opérations ne concernent pas uniquement les personnes qui ont été placées en résidence surveillée. Confirmant que cette décision avait été prise dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015, le ministre de l'Intérieur a lui fourni la liste des 10 personnes, hommes d'affaires et contrebandiers présumés placés en résidence surveillée. Ce dimanche, le chef du gouvernement Youssef Chaïd, qui avait fait de la lutte anticorruption une priorité dès sa prise de fonction l'été dernier, a dit vouloir mettre en pièces ce fléau. Le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, a annoncé ce week-end son intention de suspendre son ex-leader Hélène Zille. Il lui a reproché d'avoir évoqué les bienfaits de la colonisation dans un tweet sur les réseaux sociaux en début d'année. Mais cette dernière a dénoncé cette décision qu'elle a jugée contraire au règlement de l'Alliance démocratique. Après cette réaction, la direction de l'Alliance démocratique a publié un deuxième communiqué précisant qu'elle avait donné 3 jours à l'accusée pour lui dire pourquoi elle ne devrait pas être suspendue. Pour rappel, le 16 mars dernier, l'intéressée avait écrit, je cite, « Pour ceux qui considèrent que l'héritage du colonialisme est seulement négatif, pensez à l'indépendance de la justice, au réseau de transport, à l'eau courante. » Ces messages avaient mis le feu à la toile. Mais malgré ces excuses, l'Alliance démocratique avait immédiatement ouvert une procédure disciplinaire contre elle. Selon l'actuel chef du parti et son premier dirigeant noir, Moumsi Mehman, les tweets initiaux de Hélène Zille et ses justifications ultérieures ont porté atteinte à la réputation du parti au sein de l'opinion publique et minent leur projet de réconciliation. Encore des cas d'abus sexuels et d'indiscipline en République centrafricaine. Code Blue Campaign, une organisation non gouvernementale, a révélé cette semaine que dans un document confidentiel, le chef militaire de la MINUSCA a menacé de renvoyer chez eux des casques bleus congolais accusés. Suite à une telle révélation, la réaction officielle de Brazzaville est attendue. La citation des casques bleus congolais de la MINUSCA dans ce genre d'abus est finalement habituelle, vu que ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. L'année dernière, 120 d'entre eux avaient été rapatriés après des allégations d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle sur des enfants. Le gouvernement congolais s'était à l'époque engagé à les juger. La mission onusienne et les forces françaises en Centrafrique ont été éclaboussées par plusieurs scandales d'exploitation et d'abus sexuels sur des enfants. Désormais, les Nations Unies sont engagées à ne plus tolérer les abus sexuels dont sont coupables les casques bleus. Violence dans le Kasaï en République démocratique du Congo.
Le gouvernement a accepté de collaborer avec les Nations Unies pour une enquête conjointe. C'est la ministre des Droits humains qui a porté la voix des autorités congolaises qui donnent leur accord pour participer à une enquête conjointe avec les Nations Unies qui portera sur les violences en cours dans les provinces du Kasaï. Ainsi, Kinshasa répond à l'ultimatum lancé par le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies mardi à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Dans le cas contraire, l'ONU ouvrirait une enquête internationale, ce que Kinshasa a toujours refusé. En effet, 2 experts des Nations Unies avaient disparu en mars dernier dans cette région du centre de la RDC et leur corps avait été par la suite retrouvé dans une fosse commune. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies a lundi appelé l'ONU à créer une commission d'enquête spéciale pour établir les circonstances dans lesquelles ils avaient disparu. Les récentes mutineries en Côte d'Ivoire donnent à réfléchir aux autorités de ce pays. Une cache d'armes a été découverte dans la résidence du chef du protocole du président de l'Assemblée nationale. À ce sujet, une mission d'experts de l'ONU est attendue pour aider la justice dans l'enquête. La dite enquête contre Souleymane Kamagaté, chef du protocole de Guillaume Soro, a été ouverte après la découverte le 15 mai d'une cache d'armes dans un logement supposé être sa propriété à Bouaké. On pouvait y voir des armes neuves, des munitions et des lance-roquettes. Une fois interpellé, l'homme a répondu qu'il n'était ni l'acquéreur ni le propriétaire de ces armes. Dans les médias, on accuse Guillaume Soro de vouloir déstabiliser avec ses armes le président Alassane Ouattara afin de renforcer sa position en vue de la présidentielle de 2020. De sources proches du dossier, l'enquête devra en l'occurrence déterminer si ces armes proviennent des stocks achetés pour la rébellion et la défense du président Ouattara lors de la crise ou si elles ont été acquises plus récemment. Au Burkina Faso, l'opposition se mobilise contre un projet de loi modifiant le code électoral. La semaine dernière, les partis politiques ont reçu le document de travail qui prévoit notamment la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, remplacée par un nouvel organe sous tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire. L'opposition estime n'avoir pas été suffisamment consultée lors du processus de rédaction du texte et promet de tout faire pour bloquer l'adoption du projet. Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement et chef de file de l'opposition, explique à RFI qu'il y a une formule alambiquée qui a été utilisée. On parle d'autorité qui sera chargée des élections, mais quand on regarde de très près en fait, c'est une disparition de la CENI et l'assujettissement d'un certain nombre d'opérations électorales au ministère de l'administration du territoire, a-t-il fait remarquer. L'autre point qui n'est pas acceptable, selon Zéphirin Diabré, est relatif à la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Ce vote devait avoir lieu en 2015, mais a été reporté en 2020. Le MPP et son gouvernement vont regarder les pays où ils pensent avoir le meilleur score et ils vont dire que ces pays-là sont prêts à y aller en 2020. Je pense qu'ils ont intérêt à revoir leur copie très vite, a conclu le chef de file de l'opposition. Je dis, nous sommes un peu responsables. Nous qui avions soutenu ce régime et nous qui avions aidé ce régime à s'installer. Parce que je ne pense pas qu'on a voulu aider ce régime à être en place pour faire tout ce mal. Je ne pense pas. Mais à voir tous les dégâts qui s'annoncent ou qui sont déjà là. Il y a 2 formules. Il y a une formule de négociation. Là, les députés que nous sommes, nous allons peser de notre poids pour négocier avec l'exécutif. Ou bien il y a la formule de passer à l'offensive. Qui vous souviennent ici qu'on a fait un combat pour mettre Adrien Roumbedi
au Parlement, contre France Desmarais, contre beaucoup avec qui nous sommes aujourd'hui sur la même table. Malheureusement, je dirais, si les choses étaient respectées à ce niveau, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Si un enfant dit à sa maman de ne pas dormir, il ne dormira pas. Et dans ce pays, on va se tenir dur. On va se tenir dur. Nous ne permettrons pas que nous soyons sous le soleil et que deux personnes à l'ombre soient en train de guider le pays pour l'amener là où ils veulent. Ça ne se passera plus. On peut nous traiter de tout. Nos obligations, je dis bien nos obligations, de l'Assemblée, ne nous donne pas le loisir de vous laisser crier sans venir au secours. Nous allons venir pleurer avec vous. S'il veut vous tuer, on va mourir avec vous. C'est ça, on a dit, le peuple d'abord. Et nos voix, c'est la voix du peuple, de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Le ministre nigérien de la Santé publique en visite ici dans la plus grande unité industrielle de production de produits laitiers et dérivés, la société Niger-Lait. Objectif de cette visite inopinée en cette période de Ramadan, vérifier le respect des normes de l'hygiène et de la qualité des produits mis à la disposition des consommateurs. À toutes les étapes, de la collecte à la sortie du produit final, le ministre, ses collaborateurs et les techniciens qui l'accompagnent ont eu des explications nécessaires et ont pu apprécier le travail fourni par les employés de la société. Bien que ce soit une visite surprise, les employés de la société et leurs responsables se sont sentis réconfortés de l'appréciation du ministre, ce qui les encourage à toujours faire mieux pour le bien des consommateurs. Nous sommes en tout cas très confortés des réactions des uns et des autres, donc du ministre et de tout son staff technique, qui n'ont rien eu à reprocher, en tout cas dans la transformation de nos produits. Ça veut dire que nous sommes en train de satisfaire, selon notre ambition première, la population nigérienne par des produits de qualité nutritionnelle sûre. Pour la qualité de ses services et son système managérial, Niger-Lait est une société certifiée ISO 9001 depuis 2006.